Hmm. Ok, bonjour tout le monde. Excusez-moi pour ce retard accusé. Excusez-nous pour ce retard accusé. Bon, comme je vous l'avais dit, euh, on va démarrer une révision et la révision va porter aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la fois passée, sur la statistique, sur la statistique descriptive, sur la statistique descriptive en BTS. Donc, je commencerai d'abord à souhaiter d'abord, comme demain c'est lundi 14 septembre, et comme vous le savez, le 14 septembre va coïncider avec le démarrage de l'examen de BFM. Donc, je souhaite d'abord présenter tout simplement mes voeux et souhaiter à tous les étudiants qui vont faire tout simplement, tous les élèves qui vont se présenter, tous les élèves candidats, leur souhaiter réellement un bon sens pour ces examens et que la science puisse les sourire. Ceci étant, on va revenir sur ce qui nous regroupe aujourd'hui et qui porte essentiellement sur la révision des examens, sur la révision du BTS, essentiellement sur ce qu'on appelle la partie statistique descriptive. Comme vous le savez, le plus souvent, j'ai tendance à le dire, la statistique descriptive est tout simplement un élément très utilisé dans le cadre tout simplement de beaucoup de domaines, que ce soit dans les domaines de l'économie, que ce soit dans les domaines de la santé, que ce soit dans les domaines des finances, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines, et les gens utilisent la statistique. Et maintenant, c'est ces éléments-là qui sont encore demandés. C'est ces éléments-là, tout simplement, qu'on initie en quelque sorte. C'est ce que je considère, je le dis le plus souvent, que c'est des initiations. On initie tout simplement les étudiants, on les initie à la statistique descriptive, à une introduction à la statistique descriptive. Mais maintenant, ce qu'il faudra réellement considérer pour ceux qui seront les candidats, pour les candidats au BTS, que réellement, que l'État a défini par le biais du ministère de la formation professionnelle, ou bien de manière générale, je peux dire le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de l'artisanat, pour me conformer, que depuis un certain temps, ce programme-là qui a été défini depuis longtemps est en train d'être déroulé. Et que le candidat qui est appelé réellement à se présenter à ces différents examens se doit de comprendre un certain nombre d'éléments. De comprendre c'est quoi le programme, de comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux, mais aussi de comprendre au-delà de ce qu'on attend d'eux, cette rigueur que l'on fait appel au candidat pour lui permettre, une fois devant le sujet, qu'il puisse, ou bien une fois devant l'épreuve, qu'il puisse aller euh, tout en étant prudent et tout en étant efficace à pouvoir tout simplement développer tout un ensemble d'astuces lui permettant de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on aura à lui poser. Et de par notre expérience depuis un certain nombre de temps, il faudra réellement comprendre que le candidat sera appelé, je commencerai par ce on appelle communément les autres filières. Et quand je parle des autres filières, c'est tout ce qui est commerce international, marketing, transport, logistique et autres. Et par la suite, je vais revenir dans une autre séance sur la statistique qui concerne réellement la partie qui concerne véritablement ceux qui font comptabilité et gestion, les spécialités comptabilité et gestion. Donc, c'est pour cela je vais commencer par cet exercice-là et qui montre tout simplement que ça, c'est des modèles d'exercice. C'est pour cela que je tenais à le partager. C'est des modèles d'exercice qu'on a tendance à chaque fois à donner aux étudiants et que l'étudiant est appelé véritablement à comprendre parce que c'est des exercices qui reviennent à chaque fois. Donc, c'est pour cela que l'étudiant doit être en mesure de comprendre ce chapitre-là ou bien ces chapitres-là qui concernent réellement ce qu'on appelle, qui concerne réellement la statistique à deux variables. Cette partie-là est indispensable.
À 90%, je peux dire que dans le cadre tout simplement de ces différents examens, c'est cette partie-là qui va sortir. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que l'étudiant doit être à mesure de comprendre cela. L'étudiant doit être à mesure de répondre à ces différentes questions-là. Ça, c'est une première. Mais la deuxième partie, et qui vient, bon, mais que très rarement, c'est peut-être la partie sur les indices, et on va y revenir peut-être dans un autre exercice, dans une autre séance, parce qu'il nous reste du temps d'ici. On aura peut-être deux séances ou trois d'ici le BTS, qui est programmé normalement à partir du 28. Bon, maintenant, c'est cette partie-là qu'il faut comprendre. Et là, j'ai proposé un exercice typique. Un exercice typique de quoi? Un exercice typique, tout simplement, excusez-moi, un exercice typique de statistiques descriptives. Au BTS, à double entrée. C'est important. Au BTS, le sujet qui va sortir, c'est la statistique à double entrée ou bien à deux variables. Ça, il faudra réellement comprendre cela. Donc, c'est quoi la statistique à double entrée? C'est quoi la statistique à deux variables ou bien à deux dimensions? C'est lorsqu'on ne va plus étudier tout simplement une seule variable ou bien un seul caractère, mais on va étudier tout simplement dans une certaine mesure et de manière simultanée deux variables. Ici, dans notre exemple, on étudie les dépenses de publicité et les ventes. Et on va essayer de montrer en quoi ces dépenses de publicité ont une influence, en quoi ces dépenses de publicité ont une relation avec les ventes de l'entreprise et les ventes qui sont corrélées positivement avec ce qu'on appelle, on peut sous-entendre le chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faudra réellement comprendre dans le cadre tout simplement de cet exercice-là. C'est pour là, ici, je vais lire l'exercice. L'entreprise Gomis et Ngom, qui évolue dans le domaine commercial, consacre une certaine somme à des opérations publicitaires au début de chaque mois. Dans le tableau ci-dessus sont récapitulés mensuellement pour 2016, les sommes consacrées à ces opérations X, c'est-à-dire X, les dépenses de publicité, et Y qu'on considère comme étant les ventes. Maintenant, à partir de ce moment que l'étudiant a ce tableau-là, ce que l'étudiant doit comprendre est que réellement l'étudiant doit être en mesure de comprendre ici qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qui est X, X représente quoi, et surtout, et ce qui est extrêmement important, et je tiens à souligner cela, lorsqu'on nous dit que les dépenses sont exprimées, sont en millions de francs CFA. Malheureusement, beaucoup de nos étudiants ou de nos candidats à l'examen, on a constaté qu'ils ne tiennent pas. Je le dis et je le répète le plus souvent à mes étudiants, lorsque on vous donne de tels exercices, il y a des éléments qu'il faudra réellement souligner. Ici, les données sont en millions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lorsqu'on va vous donner 2,4 millions, 2,4, ça ne signifie pas tout simplement 2,4, mais il faut sous-entendre que c'est 2,4 millions de francs CFA. Quand vous verrez 45, c'est pas tout simplement 45, mais ça veut dire 45 millions. Autrement dit, que il est démontré dans ce tableau que au mois de juin 2016, ou bien au mois de juin, que l'entreprise a eu à faire 3,5 millions, a dépensé 3,5 millions en publicité, ce qui lui a rapporté, et à ce même mois-là, il a eu à faire des ventes estimées à 45 millions. Maintenant, ce qu'on peut se demander, et ben, certainement c'est des choses qui vont venir, est-ce que ces dépenses en publicité ont une influence quoi, positive ou pas sur les ventes de l'entreprise? Et maintenant, c'est pour cela, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vais dérouler un peu pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que vous voyez ici? On demande, le directeur de marketing de cette entreprise vous demande d'étudier les relations. Regardez, le directeur de marketing vous demande d'étudier les relations, je vais souligner ça, d'étudier les relations entre les ventes et les dépenses de publicité. Vous voyez le rôle que peut jouer tout simplement le statisticien, celui qui pratique la statistique dans le cadre de l'entreprise. Regardez, le directeur de marketing de cette entreprise vous demande d'étudier la relation
entre les ventes et les dépenses de publicité. Donc le premier point le plus souvent qu'on nous pose fréquemment, c'est de tracer le nuage de points. C'est le tracé de le nuage de points, mais ici, ça c'était un exercice de BTS que j'ai un peu transformé, mais quasiment j'ai laissé les différentes questions. Et j'ai essayé autant que ça peut d'augmenter les questions pour vous montrer, pour que je puisse ramasser au maximum. Il vous dit quoi ici? Il vous dit quoi ici? Merci monsieur Abdul Dia. Donc il vous dit quoi ici? Il vous demande tout simplement, toujours dans la première question, le plus souvent on demande à ce que l'étudiant puisse réellement faire quoi? L'étudiant puisse faire un nuage de points. Mais c'est cela qui pose problème. Et je le dis le plus souvent à mes étudiants, je les ai dit que lorsque vous allez à un examen, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle, tout simplement des questions gagne-point. C'est des questions qu'il ne faut pas rater. Et parmi ces questions-là, figure le fait de tracer le nuage de points. Le nuage de points qui va consister essentiellement à faire quoi? Qui va consister essentiellement à mettre tout simplement les Y en ordonnée. Je rappelle ce qui est en ordonnée. Des fois même les étudiants se posent ces questions. Ce qui est en ordonnée, ce n'est rien d'autre que ce qui est de manière, ce qui est vertical, et ce qui est en abscisse et ce qui est horizontal. Et le X d'obéissance et le X par nature. Donc on demande à ce que le X soit en abscisse et le Y en ordonnée. Merci M. Lamine Niabali. Donc je profite pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez profiter aussi à poser ces questions, et que nous, dans le cadre tout simplement de mon développement, je profiterai pour répondre à ces différentes questions-là. Merci. Merci M. Lamine, et merci à M. Abdul Dia qui nous ont pris en cours. C'est ça réellement. Donc, ça c'est un premier élément. Maintenant, l'autre difficulté, c'est lorsqu'on demande à ces étudiants de tracer ici. Heureusement, dans cet exercice-là, ils ont notifié en disant que le Y est en ordre, le X est en abscisse, mais c'est des choses qui ne sont pas données. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est lorsque vous tracez le nuage de points, il faut définir de manière très claire l'échelle. On ne peut pas, parce que beaucoup d'étudiants tracent comme ça, vous les voyez, ils mettent ce qu'on appelle un repère orthogonal, ils mettent le Y là-bas, et après vous voyez, ils tracent sans vous dire. Je le dis, quand vous tracez un diagramme, quand vous tracez un graphique sans mettre réellement ce qu'on appelle l'échelle, vous risquez de ne rien récolter. On risque de vous faire quoi? On risque tout simplement de vous enlever des points comme ça. Donc, ayez cette habitude toujours. Et la meilleure façon de le faire, c'est très simple. Vous regardez, par exemple, ici, si on devait le faire, on pourra juste, par exemple, si on prend un abscisse, vous regardez la plus grande valeur quasiment. Ici, la plus grande valeur, c'est 4,6. Donc, ce qui signifie quoi? Que si vous graduez, par exemple, par 1, ça peut marcher. Et vous dites, en abscisse, 1 cm correspond, 1 cm correspond à 1, c'est-à-dire à 1 million, parce que comme c'est des millions, en ordonnée, ça c'est un élément extrêmement important, en ordonnée, j'ai dit. Dans le deuxième élément, vous dites tout simplement, ça c'était pour l'ordonnée, parce que ici la plus grande valeur c'est 4,6, donc ça signifie c'est pas grave. Bon, on peut même aller dans le sens. On peut même aller dans le sens de faire quoi? Merci M. Dia. On peut même aller dans le sens de faire quoi? De considérer qu'on peut même graduer en ordonnée. Je dis bien en ordonnée. On peut considérer qu'on peut graduer par 0,5, parce que si on le fait 0,5, on aura besoin à avoir 8 cm, et 8 cm, on peut gérer ça sur une feuille. Ça c'est parce que les valeurs ici ne sont pas grandes. Le deuxième élément par rapport à ça, c'était l'abscisse du moins. Le deuxième élément par rapport à l'ordonnée,
qu'est-ce qu'on regarde? Il faut toujours regarder la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est le 53. Donc, 53, ce qui suppose, je suis en ordonnée. Donc, je peux aller dans le sens de faire quoi? Dans le sens de graduer peut-être par 5. Parce que si je gradue par 5, bon, j'aurai besoin au maximum de 11 cm. Et 11 cm, je peux gérer ça facilement sur une feuille d'exemple. C'est comme ça qu'il faudra réellement réfléchir. Et à partir de ce moment, vous graduez. Vous graduez d'abord. Vous graduez sans tenir compte de ces valeurs-là. Je rappelle, vous graduez sans tenir compte de ces valeurs-là. Vous graduez, par exemple, pour l'abscisse, vous faites 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, je pense, parce que ça suit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au niveau de l'ordonnée, aussi, vous le faites 5, 10, 15 jusqu'à 55, parce que, bon, il faut dépasser un peu 53 pour aller à 55. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous commencez à placer vos vraies valeurs. Vos vraies valeurs sont quoi ici? 2,4. Vous placez ce point-là. Vous placez sur l'ordonnée 2,4 maintenant. Exactement. Ça, c'est la première gradation et la deuxième gradation. Vous graduez d'abord avec, comme vous avez pris 1 cm et c'est égal à 1, vous graduez cela. Mais dans une deuxième phase, maintenant, vous mettez vos vraies valeurs. Parce que la première gradation, c'est par rapport à votre échelle. Mais par contre, la deuxième gradation, c'est là où on prend ces vraies valeurs et on commence à les mettre. Si vous le faites maintenant, vous avez vos points là. Maintenant, je vois des étudiants avec des copies. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent à chaque fois, par exemple, ici, le premier point, qui est le point... C'est comme si vous faites le repérage en classe de 3e. C'est le point 2,438. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de tracer tout simplement. Mais mettez juste la règle et essayez de voir le croisement entre tout simplement l'abscisse et l'ordonnée. Et vous mettez un petit point là-bas. Une petite croix. Mais je vois des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les règles, ils tracent en trait continu. Après, ils tracent aussi, et jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont une figure qui est sale. Et là, ça ne participe pas véritablement, ça ne facilite pas la correction. Et ça donne une mauvaise impression de vous, de par le correcteur. Donc ça, vraiment, il faut éviter. Et l'autre élément, si vous terminez le nuage de points, des fois aussi, je vois des étudiants qui font un cercle sur le nuage de points. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça, c'est le premier élément. Mais donc, je rappelle encore une fois, négligez jamais le nuage de points. Parce que le nuage de points vous permet de gagner. Si vous le faites avec l'abscisse, avec l'échelle, vous mettez de manière très claire 1 cm en abscisse. Vous mettez en abscisse 1 cm représente tel. En ordonnée, 1 cm représente tel. Et si vous le faites, automatiquement, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte que ce sera très... Bon, vous allez vous en rendre compte que automatiquement, vous pouvez tracer et vous pourrez avoir facilement un certain nombre de points. C'est bon? Donc ça, c'est un élément qu'il faudra réellement considérer. Maintenant, si vous terminez cela maintenant, mais il ne faut pas que cela dure aussi. Si vous terminez cela maintenant, vous commencez une nouvelle... Vous commencez à répondre aux questions. Et maintenant, pour répondre aux questions, tracez le nuage, vous avez fini de tracer. On demande d'établir la droite, l'équation de la droite de régression de y en x. Je le dis à mes étudiants. Quand on dit y en, ça signifie quoi? Le mot, la lettre qu'on a rencontrée en premier, on a dit y. Après, on a dit en. Quand on dit y, c'est cette lettre-là qu'il faut automatiquement écrire. Et après, vous mettez égal. On a dit, regardez, y en. La droite de régression de quoi? De y. J'écris automatiquement y. J'écris automatiquement y et je mets égal. Donc ça signifie quoi? Si je mets égal, ça ne peut être que égal à ax plus b, parce qu'on connaît. C'est comme ça. Si on avait dit x de x en y, automatiquement je commence par mettre x et je mets égal. Donc ce qui signifie quoi? L'autre ce sera tout simplement a' y plus b'. Ça c'est un élément à considérer. Établir l'équation de la droite de régression. Je sais que maintenant, et la statistique, je le disais le plus souvent à mes étudiants, la statistique, c'est à partir du moment, la statistique, tout simplement, c'est 90%, bon, la statistique que vous faites en OBT, c'est 90% de quoi?
90% de formules. Si vous parvenez, un étudiant ou bien un candidat qui parvient à connaître par cœur 90% ces formules, cet étudiant-là quasiment est à 90% de chance de pouvoir tout simplement trouver l'ensemble de ces exercices, là. Donc, ça c'est un élément extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre. Donc, ça c'est un élément extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre. Donc, ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, c'est ça. C'est bon? Ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre. Excusez-moi. C'est ça. Ça, il faudra comprendre et réellement essayer tout simplement de réellement faire avec. Donc, l'autre élément qu'il faudra réellement comprendre aussi dans le cadre, il est permis à un étudiant, lorsque on vous donne un exercice, lorsqu'on vous donne vos copies, vous commencez à écrire. Vous pouvez commencer à écrire automatiquement. Il n'y a aucun problème. On vous donne vos copies. Vous pouvez, c'est pas interdit, sur votre brouillon, commencer à écrire l'ensemble des formules parce qu'il y a de ces étudiants qui ont des pressions si toutefois on commence à distribuer, ou bien qui ont des pressions si toutefois on leur demande, si toutefois tout simplement on leur donne les feuilles, ils sont un peu perturbés. Donc, ce qui signifie quoi? Donc, vous devez être aussi à mesure de faire tous ces éléments, de faire tous ces éléments-là, c'est-à-dire d'être en mesure comment on l'appelle, d'être en mesure de décrire toutes ces formules-là. Ça, c'est un élément aussi à considérer. Maintenant, à partir du moment qu'on a ça, maintenant, il ne reste qu'à commencer à calculer. Maintenant, moi, bon, ici, je vais vous proposer certainement, pour permettre à ce que vous ayez les résultats, la première chose, c'est de définir le tableau. C'est de mettre le tableau qui va vous permettre de mettre tous les calculs. C'est pour cela que je vais copier. Vous allez voir, je vais copier ce tableau-là, que je vais mettre sous Excel. Je vais mettre sous Excel. Et que, à partir de Excel, je pourrai tout simplement faire un certain nombre de calculs. C'est ça. Je vais partager sous Excel. Et à partir de Excel, je vais montrer comment faire ce tableau-là et comment réellement faire ces calculs-là. Bon, ici, le tableau est là. Je l'ai recopié un peu sous Excel. Je vais un peu faire... Bon, certainement, c'est un peu petit. Je vais augmenter. C'est ça. Donc, ici, lorsque vous avez ce tableau, mettez directement ici total. Vous reprenez le tableau brut. Le tableau brut, mettez directement total. Et vous calculez la somme. Bon, ici, sur Excel, moi, je peux calculer la somme facilement. Mais vous calculez la somme. Parce que vous aurez besoin de ça. Quel que soit alpha, c'est votre tableau de base. Automatiquement, ici, on a tous les résultats que je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui sont en train de regarder, vous pourrez même vérifier le calcul avec moi. Le tableau est là. La ligne des totaux, excusez-moi, que je vais mettre en jaune pour faciliter les calculs. Bon, je vais mettre aussi, c'est ça, la ligne des totaux. C'est ça. Bon, maintenant, l'autre élément, vous aurez besoin de calculer quoi? Ça, c'est la ligne des totaux. Il faut faire ce tableau. Mais toujours faire ce tableau. Mais l'autre élément, comme on demande la question, je rappelle la question qu'on a demandé, c'est de faire quoi? C'est de déterminer la droite de régression de y en x. Or, la droite de régression de y en x, comme son nom l'indique, je l'écris ici, est égal à quoi? Y égale à x plus b. Y égale à x plus b. Comme y égale à x plus b, comme vous le voyez ici, y égale à x plus b, et ce y égale à x plus b là signifie quoi? Signifie que tout simplement, signifie que a est défini comme étant
la covariance, le A là étant défini comme est égal à la covariance de XY sur la variance. Parce que rappelez-vous, la droite c'était quoi? C'était Y1. Et je rappelle mes étudiants, je les disais le plus souvent, quand on dit Y1, ça signifie quoi? Lorsqu'on va pour calculer le A, le A sera toujours égal à la covariance sur ce qu'on avait dit 1. C'était 1x, donc c'est la variance de x qui sera 1. C'est la variance de x qui sera en bas. C'est la variance de x qui sera en bas. Donc ça, il faut aussi connaître ces formules-là. Et l'autre élément, je le disais aussi aux étudiants, l'autre élément c'était quoi? L'autre élément, c'est de faire quoi? De connaître comment déterminer le B. Et le B, je l'avais dit, donc le B est déterminé en mettant tout simplement barre au niveau tout simplement, barre au niveau tout simplement du Y et du X, et vous tirez le B, ce qui signifie que le B sera égal tout simplement à la moyenne de Y moins A fois la moyenne de X. Ça qu'il faudra connaître. Mais je sais que je n'ai pas encore la moyenne de X, ni la moyenne de Y, ni la variante. Et ça, je vais les calculer à partir tout simplement de ce tableau-là. Comment je vais le calculer? J'aurai besoin de calculer. J'ai déjà la somme de X qui me permet de connaître la moyenne de X. Je vais faire tout simplement maintenant la somme de X au carré. Ce tableau-là, on a besoin. Ce tableau modèle-là, on a besoin de connaître. Quel que soit alpha, on a besoin. J'ai besoin aussi de la somme de Y au carré. Ça va me permettre de déterminer la variante. J'ai besoin aussi de connaître le produit de X et de Y. Parce que le produit de X et de Y va me permettre de déterminer quoi? Va me permettre de déterminer ce qu'on appelle la covariance. Et à partir de ce moment, je calcule toujours. Il faut que ça apparaît. Bon, avec sous Excel, je peux faire rapidement. C'est la somme des X. Toujours, il faut écrire de manière très claire. Bon, j'écris, je déroule et j'ai la somme de X qui est égale à là. Ça, qu'est-ce que vous voyez? 3 au carré égale à 9. Vous savez que 25 au carré, c'est 625. Donc, si c'est 2,5, vous voyez que j'ai 6,25. 2 au carré, vous voyez, égale à 4. 3 au carré, c'est égal à 9. Et si je fais la somme, j'ai 89. Ce tableau-là, vous devez les mettre. Tout en écrivant la formule statistique en bas. Et vous vous référez au tableau. Donc, le tableau est noté. Je rappelle, le tableau est noté. Je le fais maintenant pour le Y. Bon, ça va venir parce que je vais incrémenter tout simplement. Parce que je sais quoi? Que 38 au carré égale 1440. Et je le fais pour tous les autres. Ce qui me donne... le Excel nous permet de faire tout cela. Je vois que 38 au carré égale ça. Qu'est-ce que vous voyez? 40. Pour montrer qu'on a trouvé. Parce que 40 au carré, c'est 4 au carré, c'est 16. Donc 40 au carré, qu'est-ce que vous voyez? C'est 1600. Maintenant, je fais pour X fois Y. Toujours je mets égal. Bon, mais vous n'avez pas cette possibilité. Mais vous pouvez toujours garder ce résultat-là. Pour vous permettre l'exercice. Vous pouvez capturer ça. Et après, ça va vous permettre de vérifier est-ce que vous avez trouvé. Et fois le Y, je le fais pour l'ensemble et ça va me permettre de faire la somme. Maintenant, à partir de ce moment, je peux calculer facilement la moyenne de X que je vais écrire ici, moyenne de X. J'aurai besoin aussi de la moyenne de Y, J'aurai aussi besoin de la variance de X, mais je ne vous conseille pas de le mettre dans le tableau, mais pour la moyenne, je vous conseille de mettre ça totalement en bas en écrivant d'abord la formule. La moyenne étant définie comme étant la somme des valeurs sur le nombre de valeurs, ça signifie quoi? Vous aurez somme des xi sur n. Mais attention et encore attention, parce que ici, il y a l'impression, il y a beaucoup d'étudiants. Merci M. Mbake Gueye de la participation. Donc, vos mots nous permettent, vos encouragements nous donnent du courage à continuer. Merci encore, merci de cet apport. Merci à M. Lamine Niabali, merci encore à M. Dia, à Yaya Kamora, à Zakaria Zenassau et merci encore. Maintenant, l'autre élément, c'est la variance. Moi, je l'écris dans le tableau. Mais vous
vous n'écrivez pas ça dans le tableau, il faudra réellement, parce que là c'est juste pour me faciliter la chose, et la covariance aussi, que je vais noter covariance de x, y, ne mettez pas ça dans le tableau. Toujours mettez cela en bas et calculez. Vous donnez la formule. Moi, je le mets directement au tableau parce que je vous permets à ceux qui sont en train de suivre d'être en mesure de faire quoi? D'être en mesure de regarder, d'être en mesure de capturer cela et de vérifier, et ça va leur permettre de pouvoir réviser. C'est pour cela, je mets tout simplement l'ensemble de ces éléments-là. C'est extrêmement important. Donc, la moyenne, je le rappelle, vous prenez les x, somme des x. Ici, la somme des x est égale à 26. Maintenant, vous divisez par le nombre de valeurs. Somme des valeurs, c'est le nombre de valeurs. Ce qui signifie quoi? La moyenne étant égale à somme des x, y. Somme des 10 moins x, y. La somme des valeurs de x. Ici, les x sont représentés par les dépenses. Et je divise cela par le nombre de valeurs. Il y en a qui confondent. Comment on détermine le nombre de valeurs? Le nombre de valeurs, je le dis le plus souvent aux étudiants, lorsqu'on vous donne un tableau brut dès le départ, le nombre de valeurs est défini comme ça. Regardez, le tableau est là, je compte. 24, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 valeurs. Somme des valeurs, c'est le nombre de valeurs. Donc, la moyenne sera égale donc à 26. Vous écrivez 26 que vous divisez par 9. Parce qu'on a 9 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va donner 2,288. Bon, maintenant, le plus souvent, si on vous dit rien encore, ici je le répète, si on vous dit rien, prenez 3 chiffres après la virgule. Si on vous dit rien. Mais si l'exercice, c'est pour cela qu'il est important toujours de vérifier qu'est-ce qu'on a dit. Est-ce qu'on vous a dit à 10 puissance moins 2 près, qui veut dire 2 chiffres après la virgule? Est-ce qu'on vous a dit à l'unité près? Si c'est à l'unité près, pas de virgule. Si on vous dit à 10 puissance moins 1 près, il y a un chiffre après la virgule. Tout cela, il faut vérifier. Parce que si vous ne le faites pas, c'est-à-dire vous faussez ce qu'on appelle l'idée de l'exercice. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Donc, le deuxième élément, c'est la moyenne de Y. Regardez, je suis toujours dans la première question. Ce qui signifie quoi? La statistique demande à ce que l'étudiant puisse réellement aller vite et de manière sûre. Je prends la moyenne de Y. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Par la définition, je prends la somme et je divise par 9. Ce qui va me donner tout simplement la moyenne de Y. Mais toujours, moi j'ai l'habitude de prendre 3 chiffres après la virgule, ce qui me donne tout simplement 39,3333333. C'est bon. 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres. J'ai trouvé la moyenne. Regardez, jusqu'à présent, on me demande la droite de régression de Y en X. Je ne peux même pas encore calculer. Je ne peux même pas encore trouver ça. Je suis en train de calculer. Ça prend du temps. Or, c'est une toute petite question entre guillemets. Mais le tableau là va me permettre de manière synthétique d'avoir tout en tant que tel. Ça, c'est extrêmement important qu'il faudra réellement comprendre tout simplement. Donc, ceci étant, je vais tout simplement faire quoi? Je vais tout simplement calculer la variance. C'est quoi la variance? C'est quoi la variance? Donc, la variance étant définie comme étant la somme des valeurs de x élevé au carré divisé par n, c'est-à-dire par le nombre d'observations, et que ce nombre d'observations-là, et où on enlève par la suite ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle
la moyenne élevée au carré. La variance de x que je vais tenter d'écrire ici, même si des fois c'est pas évident d'écrire, c'est la somme des x au carré, je vais remettre x au carré, que je divise par n, c'est-à-dire le nombre d'observations, mais j'enlève la moyenne de x au carré. Mais cette moyenne-là est élevée au carré, moyenne de x au carré. La variance de y aussi sera définie comme telle. Merci. Maintenant, donc si je le fais, à partir du moment que je vais le faire, donc je sais, j'ai déjà la moyenne de x, la moyenne de x au carré. La moyenne de x au carré étant définie comme étant égale à 80, je divise, maintenant je divise et j'enlève la moyenne. Lorsque je vais diviser, regardez, bon, comme je dois enlever la moyenne, je vais faire de manière intelligente. Je vais faire le calcul ici et après je vais mettre le résultat là-bas. Je prends la somme de x au carré, ici, qui est là, 80, que je divise maintenant par 9, le résultat est là, et j'enlève la moyenne au carré. Donc je prends ça, la moyenne qui était de 2,289 au carré. Bon, je le multiplie deux fois, ce qui va me donner 0,64. La variance est égale à 0,64. La variance de x est égale à 0,64. Maintenant, une erreur fondamentale que font les étudiants, c'est que les étudiants, en divisant, à chaque fois je les vois, lorsqu'ils divisent, ils mettent le résultat là. Je vais fusionner ici pour me permettre. Ils mettent la somme de x au carré sur n moins, maintenant ils mettent tout. Il faut faire, si vous avez des problèmes pour calculer, il faut faire la somme de x au carré. Le résultat, vous divisez par n, vous prenez ce résultat, moins maintenant la moyenne au carré. C'est comme ça qu'il faudra procéder. Mais si vous mélangez tout simplement les calculs, donc vous risquez d'avoir des problèmes. Merci Moussa Dia. Je vais revenir, bien sûr, sur la probabilité. Donc, je reviendrai sur la probabilité dans les séances à venir. Je reviendrai sur tout ce qui est probabilité dans les séances à venir. C'est déjà programmé. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, je fais pour y, la variance de y. Rappelez-vous que somme de y, c'est 14 400. Maintenant, bon, je prends 14 400 que je divise par 9. Bon, je fais étape par étape, où je vais enlever maintenant. Je fais étape par étape. Ça, je vais enlever tout simplement la moyenne de y qui était égale à 39,333 que je multiplie par 2 fois pour avoir le carré. Et ce qui me donne que la variance de y, c'est égal à 53,77,8. Parce que je peux arrondir à mettre à 3 chiffres après la virgule. 760, c'est ça. Maintenant, il va rester la covariance. Rappelez-vous la covariance aussi, la formule de la covariance, c'est la somme de x, y, c'est-à-dire la somme du produit de x, y que vous divisez par n. Maintenant, vous enlevez la moyenne de x fois la moyenne de y. Donc, la somme, je sais que la somme des produits, la somme est égale à 1071,12. Je vais écrire cela ici. Bon, c'est là où je fais les calculs. La somme, donc, qui est égale à 1071, que je divise par 9, ce qui va me donner, et j'enlève maintenant la moyenne. Donc, la moyenne de x fois y. Donc, ici, je vais faire égal. Bon, maintenant, les calculs sont à peu près, hein, ça ne signifie pas que je vais avoir totalement les mêmes résultats. La moyenne de x que je multiplie par la moyenne de y. Donc, ce qui me donne 5,393. Donc, si je parviens à avoir ces différents points-là, si je parviens à avoir ces valeurs-là, que je vais mettre un peu
si je parviens à avoir ces valeurs-là, ça signifie que j'ai fait 80% ou 60%, bon, 70% des opérations. Quasiment. Ces valeurs-là. La moyenne de X, la moyenne de Y, la variance de X, la variance de Y et la covariance. Quasiment, si je le fais, quasiment. Ça signifie que j'ai quasiment trouvé à la limite. Il ne reste pas grand-chose. C'est pour cela, si je le fais, qu'est-ce qu'il va me rester? Je n'ai pas encore répondu à la question. Rappelez-vous, la question c'est quoi? La question c'est de l'équation de la droite de régression de Y à X. Donc, à partir de ce moment, je vais déterminer mon A qui est égal à quoi? À la covariance de XY sur la variance de X. Donc, je vais déterminer mon A. Je peux même mettre ici le A. Ben, mais moi, je ne vous conseille pas, vous les étudiants, de mettre le A ici. Ne le mettez pas au niveau du tableau. Ne le mettez pas, je le déconseille. Mettez ça directement en bas. Mais moi, comme je travaille sur Excel, je peux me permettre, mais vous ne le mettez pas. Je vais déterminer là. Je rappelle, le A était égal à quoi? À la covariance de XY. La covariance, on a trouvé que c'est égal à 5,382 que je divise par la variance de X. J'ai mon A qui est là, qui est égal à 8,427. Il me reste mon B. Je rappelle que le B, comment on trouve le B? Le B est trouvé en faisant quoi? Mon B est trouvé en faisant quoi? En faisant que B, c'est égal à la moyenne de Y, le moyen, A, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé, ce qu'on appelle la pente en tant que telle, multiplié bien le coefficient directeur, bon, pour parler plus simplement, ou entre guillemets, donc la dérivée tout simplement de combien va varier tout simplement Y si toutefois X augmente de tant %. C'est ça que cela veut dire. Donc à partir de ce moment, on va déterminer cela en prenant la moyenne de Y et je vais calculer la moyenne de Y qui était ici à 39 où j'enlève le A que je multiplie par la moyenne de X. Bon, je le fais sur Excel, mais vous pouvez le faire. Et je trouve tout simplement que mon A, que mon B du moins est égal à 14,990. Et à partir de ce moment, j'écris de manière très claire que la droite de régression de Y en X, excusez-moi, je vais écrire ça. Que ma droite de régression de Y en X, ça arrive, oui, c'est bon, ça va venir, c'est bon, c'est venu. Je voulais écrire. Excusez-moi. Oui, que ma droite de régression de Y en X, Y égale. C'est comme ça il faudra écrire 8,427 X plus 14,990. C'est ça la droite de régression de Y en X. Regardez combien de questions j'ai eu à faire avant de parvenir à cela. Combien de questions j'ai eu à faire? Beaucoup de questions j'ai eu à faire avant d'arriver à cela. Beaucoup même de questions. Donc, ce qui signifie quoi? J'ai calculé la moyenne de X. J'ai fait un tableau, la moyenne de X, la moyenne de Y, la variance de X, la variance de Y, la covariance A et B pour aboutir à cette équation-là. Donc, et tous ces calculs intermédiaires sont notés. Tous ces calculs intermédiaires sont notés. Donc, je continue pour terminer vite avant que, pour ne pas trop, pour terminer totalement. Et on me demande maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on me demande? Vous considérez la droite de régression de Y en X, toujours souligner cela. On demande de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, je le rappelle, toujours ma base est ce tableau-là.
Toujours. C'est pour cela le tableau là, il faut trouver. Parce que si vous faisiez un seul calcul, vous êtes perdu. Le coefficient de corrélation linéaire qu'on note R est égal, tout simplement, est égal à la covariance sur, il y a deux formules, soit vous faites covariance sur l'écart type de X fois écart type de Y, ou bien, moi, ce que j'ai dit aux étudiants, bon, moi je préfère l'autre formule, parce que si j'utilise les écarts types, des valeurs vont sauter, c'est égal à la covariance de X, Y, que vous divisez par la racine carrée, je mets racine, parce que la racine carrée de X, c'est la même racine carrée de la variance de X fois variance de Y. Donc, c'est ça. Moi, je préfère cette formule-là, du moins, parce que quoi? Cette formule-là, pour moi, c'est, et ça nous permet de ne pas, tout simplement, comment dire, ça nous permet de ne pas perdre un certain nombre de valeurs. Je rappelle encore une fois, j'ai oublié de le dire, que la variance d'une variable ne peut être négative. C'est pas possible. Je vois malheureusement des étudiants des candidats qui se permettent de trouver des variantes négatives et de mettre ça sur leur copie. Ça irrite le correcteur. C'est pas possible. Une variante ne peut pas être négative. Parce que pourquoi une variante ne peut pas être négative? Parce que si vous prenez l'écart type c'est la racine carrée de la variance et on ne peut pas calculer dans R, on ne peut pas calculer la racine carrée d'une valeur négative. C'est pas possible. Donc si vous trouvez une variante négative, sachez que vous avez totalement faussé. Revoyez vos calculs. Par contre, la covariance peut être négative parce que c'est la covariance qui donne tout simplement, le signe du coefficient de corrélation linéaire. À partir de la covariance, on peut connaître est-ce que le coefficient de corrélation linéaire est positif ou négatif. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je répète encore une fois, la variance ne peut aucunement être négative. Mais par contre, la covariance peut être négative. Donc, ceci étant, on va calculer l'application numérique. On va prendre la covariance que l'on va diviser par... Bon, je vais mettre ici racine. Bon, sous Excel, on peut calculer racine. Racine de la variance de X que je multiplie par la variance de Y. Je ferme la parenthèse et j'ai le résultat. Donc, encore une fois aussi, un autre élément. Des fois, je vois les étudiants aussi faire des sauts terribles. C'est que ces étudiants-là se permettent des fois de trouver un coefficient de corrélation linéaire supérieur à 1. Non, c'est pas possible. Le coefficient de corrélation linéaire est toujours compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1, toujours. Entre moins 1 et 1, c'est pas possible, ça ne peut pas dépasser ça. C'est toujours compris entre moins 1 et 1, de grâce. Maintenant, ici, on voit que la valeur est positive et proche de 1. On va dire qu'il y a une forte corrélation positive entre quoi? Entre les ventes et entre du moins les dépenses en publicité et les ventes. Autrement dit, que dans cette entreprise, le directeur du marketing pourrait facilement dire tout simplement à ses supérieurs: ah, tiens, on a constaté que les dépenses de publicité avaient tout simplement ce qu'on appelle quoi? Avaient une influence ou bien un impact positif sur les ventes. Parce que quoi? Les résultats nous ont montré que lorsque les dépenses de publicité augmentent, les ventes augmentent aussi. C'est ça que cela signifie en tant que tel, l'interprétation de cela. Ça, c'est important. Et ça va permettre pour aux responsables, aux décideurs de cette entreprise de savoir que si on veut amener les ventes à un certain niveau, il faudra tout simplement qu'on essaie d'augmenter tout simplement les dépenses de publicité. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent l'augmentation là, que peut-être ils sauront. Mais c'est ça que cela signifie en quelque sorte. On est dans la statistique descriptive. C'est ça. Bon, maintenant, ça, c'était la question. On demandait tout simplement quoi? On demandait de calculer le coefficient de corrélation, calculer le coefficient de détermination.
Le coefficient de détermination, c'est rarement que l'on pose cela. Bon, maintenant, c'est ça ce qu'on appelle R2, grand R2. Le coefficient de détermination, c'est égal au coefficient de corrélation linéaire élevé au carré. R2, grand R2, c'est ça ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Que ce grand R2 là, c'est égal au coefficient de corrélation linéaire au carré. Donc, si vous avez le coefficient de corrélation linéaire, vous prenez le coefficient de corrélation linéaire que vous élevez au carré. Bon, si on le fait, on trouve tout simplement 85 ou je peux dire 84,5%. Le plus souvent, on le met en pourcentage. Excusez-moi, on le met en pourcentage, le coefficient de détermination. Ce qui signifie quoi? Ici, bon, si on faisait de la modélisation, on allait dire que ce modèle-là, c'est-à-dire que 84,5% des fluctuations des ventes sont expliquées. C'est ça même l'interprétation. 84,5% des fluctuations des ventes sont expliquées par les dépenses de publicité. C'est ça l'interprétation. Bon, maintenant, et à partir de ce moment maintenant, on termine avec cette dernière question-là. On vous demande quelle vente peut-on attendre si les dépenses de publicité sont fixées à 5 millions. Attention, si les dépenses de publicité sont fixées à 5 millions. Maintenant, le plus souvent, les étudiants, malheureusement, quand on dit 5 millions, automatiquement, il y a des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tous les 5 millions, ils écrivent comme ça 5 avec 6 zéros et ils mettent ça, tout simplement. Ils mettent ça, malheureusement, dans l'équation. Non, il faut comprendre. J'avais dit en haut, rappelez-vous, on avait dit en haut quoi? On avait dit en haut que les dépenses, les valeurs, les données sont en millions de francs CFA. Les données sont en millions de francs CFA. Quand les données sont en millions de francs CFA, cela veut dire quoi? Que quand vous voyez 5, ça veut dire 5 millions. Donc maintenant, quand on écrit 5 millions, il ne faut pas prendre les 5 millions, mais il faut juste prendre les 5 parce que dans le tableau, on travaille en base millions en tant que tel. C'est ça que cela veut dire. Et à partir de ce moment, la prévision, ici, on a donné la valeur fixée pour les publicités. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une variable exogène, qu'on maîtrise. Maintenant, on va connaître la valeur de la variable endogène, c'est-à-dire réellement le Y, on l'appelle variable endogène ou variable à expliquer. Ici, on considère c'est la publicité qui explique les ventes. Dans cette situation-là, donc j'avais déjà Y, je l'avais écrit ici, Y égale 8,427 plus X plus 490, 14,990. On nous donne la valeur de X. Attention, on a donné la valeur de X. À partir de ce moment, je peux faire la prévision. Et comment on fait la prévision? Je vais mettre prévision, je vais écrire ici, prévision de Y. Donc la prévision de Y, lorsque X est égal à 5, qu'est-ce que je fais? À partir de l'équation qui était égale à 8,427, X plus 414, on a donné la valeur de X, je vais calculer, je vais juste remplacer la valeur de X. La valeur de X qui sera remplacée et que ce qui va me donner quoi? Ce qui va me donner 8,427 que je vais multiplier par 5 parce qu'on m'a donné la valeur de X qui est égale à 5 plus maintenant le B. Et ce qui signifie quoi? Que si toutefois, regardez la conclusion, regardez la valeur, que si toutefois les dépenses de publicité sont amenées à hauteur de 5 millions, on peut s'attendre, c'est une prévision, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à des ventes estimées à 57. Voilà l'interprétation. On peut s'attendre à des dépenses de publicité d'une valeur de 57,123 millions. Donc, c'était ça l'exercice. Et c'est ces genres d'exercices-là qu'on donne le plus souvent, aussi bien en AGE, aussi bien en transport logistique, aussi bien en commerce international, tout ce qui est autre filière, aussi bien à toutes ces filières-là. Mais l'essentiel, et je le répète encore une fois, que l'étudiant ou le candidat doit allier deux choses, la rapidité et l'efficacité. L'efficacité. La rapidité et l'efficacité sont les maîtres mots pour prévenir, parce que ce sera peut-être en 1 heure temps ou 1 heure 30,
vous n'aurez pas le temps, si vous n'avez pas l'habitude de faire beaucoup de calculs en un temps record, mais surtout les formules et encore les formules, ça va vous permettre. Si vous ne parvenez pas à le faire, vous ne pourrez aucunement, facilement, vous ne pourrez aucunement tout simplement faire de bons exercices. Vous ne pourrez aucunement tout simplement faire... et ça, la statistique, je le dis, hein, je le dis aux étudiants, bon, à mes étudiants, je le dis tout simplement que ça, la statistique au niveau des examens de BTS, c'est des gagne-points. On peut facilement avoir beaucoup de points avec la statistique, mais malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui passent totalement à côté. Donc, je vous conseille largement de réviser ces éléments-là. Je vous laisse un peu le tableau pour permettre à certains peut-être qui voudraient prendre l'exercice de copier les résultats, et ça va leur permettre de réviser cela. Parce que la statistique, donc comme c'est une science, il faut faire, refaire et refaire jusqu'à ce que vous ayez les automatismes. Un étudiant, plus il a d'automatisme, plus il peut facilement trouver ces exercices-là. Mais si on ne fait pas à cet exercice, se disant que c'est facile, on risque d'arriver avec la pression, une fois devant la copie, avec la pression, rendez les copies, ainsi de suite, on est perturbé. Et si on est perturbé, c'est le début de l'échec. Ça, je ne le souhaite pas. Donc, je répète encore une fois à l'ensemble des candidats qui seront appelés à faire ces statistiques-là, d'allier la rapidité et l'efficacité. Maintenant, toujours. Mais l'autre élément, avoir ces outils. Ces outils, c'est quoi? C'est tout ce matériel. Je ne dois pas aller faire un examen sans avoir une machine, une calculatrice. C'est pas possible. Sans avoir comme gomme, crayon, compas et rapporter tout ce qui va avec la statistique, tout ce qui va avec les calculs, avec tout simplement mon blanco me permettant de travailler en toute quiétude sans demander de gauche à droite, parce que c'est une question de temps. Vous aurez un temps réduit en tant que tel. Donc mes chers amis, donc ça c'était les quelques éléments sur lesquels je voulais intervenir. Donc en fait on aura d'autres occasions pour partager encore sur tout ce qui c'est